L'Alsace, c'est un large ruban dans les cheveux d'une jolie jeune fille qui sourit. C'est une cigogne dans un nid. C'est un nid de cigogne sur un toit. L'Alsace, c'est aussi le toit d'une maison au pignon pointu. C'est dans la maison une élégante bouteille de vin. Près de la bouteille, une appétissante choucroute. Malheureusement, cette choucroute, ce vin, cette maison, cette cigogne, cette jeune fille sont sous la menace des canons d'une Allemagne qui les convoite. L'Allemagne hitlérienne veut ravir à la France les richesses artistiques de l'Alsace. L'Allemagne veut en même temps s'approprier ses richesses agricoles et industrielles, et particulièrement ses mines de potasse qui fournissent aux terres du monde entier un engrais indispensable. Pendant 4 ans, les Allemands occupent la France. L'Alsace, une fois de plus, subit la dure loi de son insatiable voisin. L'Alsace est arrachée à la France. Les noms de ces rues sont germanisés. Tout ce qui rappelle la France est effacé, tous les mots français doivent disparaître. Les Alsaciens semblent obéir aux ordres allemands, mais ils n'enlèvent pas toutes les inscriptions et souvent ils se contentent simplement de les cacher. Tout ce qui est français est séditieux, et si les Alsaciens peuvent parler leur dialecte, tout mot français est interdit. Guten Tag, Frau Miller, was blieb? Eine Dickwurst hätte ich gern. Wie viel? Es ist 300 Gramm. Und was macht der kleine Franzl? Merci, Gott sei Dank, der Doktor hat gesagt, es ist keine Gefahr mehr. Umso besser. Ja, man hat schon genügend Misere da. Ja, ja, das ist wahr. Was macht? 80 Pfennig. Dankeschön. Adieu, Frau Miller. Au revoir, Madame, merci. Hören Sie mal, Sie wissen doch, dass es verboten ist, Französisch zu sprechen. Ich habe ja gar nichts gesagt. Doch, Sie haben Oma gesagt und ein Wort Französisch ist schon zu viel. Machen Sie keine Geschichten und folgen Sie mir. Et le comble. Voici encore ce qui est interdit. Guten Morgen. Was wünschen Sie? Ich möchte Geburt anmelden. Nehmen Sie Platz. Haben Sie alle Papiere? Ja, Sind Sie der Papa von dem Kind? ich danke. Was für ein Vorname soll das Kind bekommen? Roger Arsène. Die Vornamen können leider dem Kind nicht da, weil sie unerwünscht sind. Warum denn? Ich darf doch dem Kind den Vornamen geben, mir gefällt. Da sind Sie selber die Liste vom Gauleiter mit den verbotenen Namen. Was für ein Vorname soll das Kind bekommen? Wählen Sie einen Namen, der nicht französisch ist. Schreiben wir vorläufig für Roger Rüdiger und für Arsène Arnold. Einverstanden. Des familles entières sont déportées ou envoyées en exil, et d'autres familles connaissent la pire des souffrances. S'il est interdit de parler le français, il est obligatoire pour tous les jeunes hommes de servir dans l'armée allemande. Cependant, la plupart des familles alsaciennes ne cessent jamais de croire à la victoire de la France, et elles écoutent les voix qui leur apportent le réconfort et l'espoir. En Russie, les Allemands continuent de battre en retraite, incendiant les villes et les villages dont ils exterminent les habitants. À leur tour, les villes allemandes sont chaque nuit bombardées. Aujourd'hui, à l'aube, les troupes alliées ont débarqué sur les côtes de Normandie. Par le ciel et par mer, la forteresse européenne est prise d'assaut. Les armées alliées approchent de Paris qui dressent des barricades et se libèrent. Les Parisiens sont libérés. Ils crient leur joie, acclament ceux qui leur ont rendu la liberté. La libération de la France se poursuit rapidement et les prisonniers affluent.
Mais pendant des mois, des combats acharnés se déroulent sur le sol alsacien, où l'Allemand s'accroche à chaque village, dans chaque maison, et les ruines s'accumulent de jour en jour. L'Allemagne nazie est spontanément arrachée, déchiquetée ou brûlée. Le visage de l'Alsace redevient français. L'exaltation délirante qui a provoqué la libération, froidement l'on constate le prix de la victoire. Des ruines, partout des ruines. Des combats particulièrement violents ont ravagé cette région devenue pendant 4 mois un champ de bataille. L'une des plus grandes richesses de la France, la source d'un des principaux engrais dont l'agriculture a besoin, n'est plus entre les mains des Allemands, mais elle nous revient gravement endommagée. C'est le bassin minier de potasse qui s'étend au nord de Mulhouse sur une superficie de 20 000 hectares. Ce chevalement, gigantesque ascenseur qui conduit au fond de la mine, paraît intact. Mais des bâtiments qui l'entourent, il ne reste plus que des pans de murs. Toute extraction sera ici impossible pendant de longs mois. Là, sous ces ruines, il y a un puits, et son chevalement qui se dressait dans le ciel a été abattu par un bombardement. Cette roue énorme, cette molette, disent les techniciens, maintenant enfouie sous les décombres, autrefois tournait en plein ciel sans arrêt nuit et jour. Sur elle se déroulait le long câble d'acier qui conduisait les mineurs au fond de la mine et remontait la potasse. Dans ces cages désormais immobilisées, les mineurs prenaient place et descendaient jusqu'à 1000 mètres sous terre en moins de 3 minutes. Dans ces galeries aujourd'hui désertes, où le sel forme des stalactites et où le poids de la terre écrase le bois qui les était, des mineurs autrefois extrayaient la potasse. Une puissante scie appelée aveuse sciait à la base la veine de potasse haute de 2 mètres à 2,50 mètres. Dans le mur de potasse, des trous profonds de 1,50 mètre étaient percés et bourrés d'explosifs. Un tir déclenchait l'effondrement de tonnes de minerais. Les mineurs le débitaient et le chargeaient sur des couloirs oscillants qui le transportaient hors de la taille vers la galerie principale où il tombait dans des wagonnets ou berlines. Du fond, les morceaux de minerai allaient subir divers traitements. La potasse était culbutée dans un moulin broyeur qui réduisait les blocs les plus gros. Elle était triée et débarrassée des déchets. On obtenait ainsi la sylvinite. Ou bien le sel dissous était conduit dans des bassins de cristallisation.
Le chlorure de potassium se déposait, il était recueilli et dirigé vers des appareils où il s'égouttait. Des montagnes d'engrais potassiques s'accumulaient et le sel nourricier de la terre était prêt à être livré aux cultivateurs. La potasse était chargée dans des wagons. Tandis que sans arrêt, là-haut, la molette tournait, ramenant au jour des tonnes de potasse. Le long câble trépidant de vie s'est immobilisé et il pend dans le vide, mort. Toute activité a cessé. La belle machine n'est pas complètement détruite, mais elle est meurtrie, mutilée par la violence des bombardements aériens, l'âpreté des combats terrestres et les sabotages que les Allemands exécutèrent avant de battre en retraite. Cette stérile, imposante montagne de déblais, résidus d'extraction sans utilité où aucune végétation ne poussera jamais, des galeries avaient été creusées. Pendant plusieurs mois, alors qu'autour d'elle se déroulait la bataille, la population vécut dans ces abris humides, malsains, où suintait le sel. Un jour, quand la bataille fut terminée et les Allemands chassés, ils sortirent de leur refuge, heureux d'être redevenus français. Ils revirent leurs cités ouvrières si coquettes, leurs maisons si charmantes, si confortables. Mais ils les revirent en rêve, car ils contemplaient une succession de ruines, de maisons éventrées, de toits arrachés, de murs dispersés. Immense qu'il faut accomplir pour remettre ces mines en état, on semble dérouté. Premier travail, couvrir les bâtiments restés debout, protéger de la pluie les machines qui toutes ne sont pas perdues. D'heure en heure, de jour en jour, on réussit à protéger le matériel utilisable. Les baraquements sont construits, ils remplaceront provisoirement les bâtiments détruits. Pour les mineurs dont l'habitation est anéantie, les baraques de bois sont montées. La charpente s'élève et les enfants s'amusent avec ce qui sera demain les murs et le toit de leur nouvelle demeure. Insouciants, ils rient à la vie qui reprend, tandis que leur père, anxieux, concentré, risque la sienne en relevant des engins meurtriers que les Allemands ont semés sur le carreau de la mine.
passion, sans l'ardeur étudiée que d'autres quelquefois manifestent devant un appareil de prise de vue, les ouvriers alsaciens accomplissent leur travail méthodiquement, sans forfanterie, avec calme, mais de façon continue. Les matériaux des bâtiments entièrement détruits sont utilisés pour la réparation de ceux qui sont moins éprouvés. Les maisons ouvrières, les moins endommagées, sont réparées avec les matériaux dont on peut disposer. À la mine, les machines, les appareils de fabrication sont remplacés ou le plus souvent simplement réparés. Après leur travail, les mineurs et les ouvriers essaient tant bien que mal de rendre habitable leur maison sinistrée. D'autres participent à la mise en place de leur baraque de bois. Alors, Duchesne. Oh, l'affaire vaut, hein? T'es content? Tout va bien? Tout va bien, c'est vous qui le dites. La guerre est finie depuis 6 mois, ça pourrait aller plus mal, bien sûr. Mais tant qu'on n'aura pas de bons engrais, pas de potasse comme avant à mettre dans la terre, je pourrais pas dire que je suis content. Il y a pourtant de la potasse en France. C'est pas ça qui manque. Il manque à creuser un peu pour en ramener des tonnes. On se demande ce qu'ils fabriquent. Ce qu'ils fabriquent, rien encore, mais ils travaillent. Ce qu'ils fabriquent, à 900 mètres sous terre dans une mine sabotée par les Allemands, des heures entières sous une pluie d'eau salée qui ruisselle le long de cette paroi haute de 900 mètres, ils arrachent centimètre par centimètre le câble de 900 mètres effondré au fond du puits. Ils remettent ce puits en état sans se servir d'aucune machine, impossible à descendre, sans l'aide même d'un chalumeau interdit par la présence du grisou. Comment atteignent-ils une telle profondeur puisque la cage est détruite? Une installation de fortune le leur permet. Un grand seau appelé cuve-pas reçoit 4 hommes, à la condition toutefois qu'ils se servent. Et c'est dans ce dé à coudre qu'ils descendent travailler à une profondeur égale à 3 fois la hauteur de la tour Eiffel. Voilà ce qu'ils fabriquent. Et cette roue est le vélo qui les mène à leur chantier. Les bâtiments sont déjà entièrement reconstruits. Ceux qui n'ont pu l'être sont remplacés par des baraquements maintenant terminés. Les machines sont rapiécées, rafistolées, réparées, mais en état de fonctionner. Près de leur maison morte, les mineurs sinistrés habitent maintenant des baraques de bois qui se sont multipliées.
toits des maisons moins atteintes ne sont plus traversés par la pluie. Les trous des murs ont été bouchés. Les mineurs sont rentrés chez eux. La cigogne est revenue. Elle a rebâti son nid au-dessus des ruines. Elle symbolise la vie qui renaît. Au village, les cloches abattues ont été relevées. Elles n'ont pas encore regagné leur place en plein ciel, mais elles sonnent pourtant, criant alentour leur joie de revivre, donnant autour d'elles le signal d'un nouveau départ.